Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour les conférences de l'AFECOP. L'AFECOP, c'est l'association francophone d'éco-psychologie. Donc, c'est une association qui va sur ses 3 ans. Et je suis Emmanuelle Delrieux, cofondatrice de l'AFECOP avec Johan Zvechkar. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Marion pour cette conférence qui va nous parler des voyages et d'une autre manière de voyager. Et tout d'abord, est-ce que tu veux bien te présenter, Marion? Oui, merci Emmanuel. Eh bien, rapidement, on peut dire, j'ai plusieurs casquettes. Déjà, j'habite la Drôme, au nord de la Drôme, du côté de Romans-sur-Isère. Je suis maman, je suis dans le monde du voyage depuis bien longtemps maintenant. Et récemment, relativement récemment, parce que c'était en 2023, j'ai créé l'agence Nature Profonde, dont je vais pas mal vous parler ce soir. Et comme autre casquette, je suis aussi facilitatrice en biodanza. Et puis, j'ai aussi suivi une formation en éco-rituel avec Marianne Grasselli-Meyer. Euh, voilà, on peut dire ça pour l'instant. Super, merci Marion. Donc, plein de casquettes en fait. Oui. Ok, alors peut-être qu'on parlera de ces autres casquettes. Pourquoi pas? Mais en tout cas, la casquette qui m'intéresse vraiment aujourd'hui, ce serait que tu nous parles de cette agence de voyage Nature Profonde que tu as créée. Et ça m'a beaucoup interpellée. En tout cas, on a pu échanger ensemble sur cette dynamique que tu as donnée et cette haute manière de voyager. Et est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu qu'est-ce qui t'a amené en fait à créer cette agence de voyage de cette manière? Mhm. Alors en fait, je pense que c'est un concours de plein de circonstances qui remontent à il y a très longtemps. On va dire que moi, j'ai baigné dans un univers familial qui était très porté sur les voyages, avec autour de moi, on va dire des voyageurs, des explorateurs, presque, Euh, et avec cette notion d'aller à la rencontre d'autres cultures, avec une ouverture d'esprit vraiment pour sortir de nos schémas classiques. Et, euh, et finalement, j'ai toujours beaucoup apprécié le fait d'être guidée, on va dire, d'aller sur des lieux, mais en étant accompagnée par des gens qui habitent ces lieux. Il y a ça, et puis il y a la notion aussi d'émerveillement, en fait. Parce que dans ma famille, c'était vraiment, ben oui, on va faire cette balade, mais il y a cet objectif à atteindre un sommet, enfin des petits sommets, j'ai jamais fait d'alpinisme, mais aller en haut et avoir en fait un effet waouh, parce que là, on a tout le panorama qui se dérobe sous les yeux, enfin voilà. Donc c'était vraiment dans ce rapport-là, à la fois aux humains et à la fois au paysage que j'ai pu grandir. Et donc tout ça, naturellement, m'a mené sur des études qui étaient déjà liées au voyage depuis le début. Et Mm. et il y a eu, oui, dès ces moments-là, en fait, dès que je choisissais une destination pour mes propres voyages, c'était parce que je savais que je pouvais rencontrer des gens par lien, par connaissance interposée, etc. Je savais que je pouvais aller être accueillie dans une famille. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y a eu un grand tournant dans ma vie. C'est que après avoir commencé à travailler, j'ai repris des études et je suis partie dans le cadre de ces études euh, pendant 6 mois en Amazonie et j'ai fait en fait une sorte d'audit d'un consortium qui s'était monté entre 3 communautés de la forêt et 2 ONG. Et ils avaient constitué un consortium pour faire de l'écotourisme et du tourisme communautaire. En fait, ils voyaient que ça fonctionnait pas exactement comme ils le souhaitaient. Donc, ben, pendant 6 mois, j'ai travaillé à leur côté en binôme aussi, pour détecter ben, qu'est-ce qu'il y avait comme
freins, comme avantages, qu'est-ce qui fonctionnait ou pas. Et, euh, et donc, bah, c'est aussi là que j'ai pu toucher du doigt bah, les impacts positifs, les impacts négatifs du monde du voyage, et en particulier finalement du voyage communautaire, parce que bah, on va encore plus profondément dans la culture, et il peut y avoir aussi des écueils, donc c'est très très fin comme équilibre à préserver. Et c'était passionnant. Mais ce qui s'est passé aussi pour moi là-bas, c'est que j'ai vécu une sorte de grande prise de conscience, on va dire, euh, parce que je me suis vraiment sentie reliée à la forêt amazonienne, et en partie parce que bah, j'ai vécu ma petite enfance en Afrique, dans une forêt équatoriale aussi. Donc ça a fait résonance, et une fois là-bas, il y a vraiment une sorte de prise de conscience aussi de tous mes faits et gestes. J'avais vraiment une vision globale de pourquoi je faisais les choses et qu'est-ce que ça allait avoir comme conséquence sur mon environnement. Donc, un sentiment finalement de symbiose. Et ça m'a tenu quand même assez longtemps, à tel point que ça a quand même modifié ma façon d'être. Euh, et je suis revenue de ce voyage un peu chamboulée en me disant, mais je ne sais pas si je veux continuer à faire du tourisme. Et, et parce que, bon, moi, cette sorte de prise de conscience, je l'ai reliée à la spiritualité, qui était déjà un peu présente chez moi. Euh, on pourrait aussi l'appeler conscience écologique, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je l'ai reliée à la spiritualité. Et du coup, en rentrant, je me suis beaucoup questionnée, mais j'ai eu l'opportunité de trouver une agence qui alliait le voyage et la spiritualité. Et du coup, ben, c'est un peu comme si un tapis rouge s'était déroulé devant moi. J'ai beaucoup de gratitude pour les 10 ans finalement que j'ai passé dans cette agence, parce que j'ai pu concevoir des voyages partout dans le monde qui étaient sur cette thématique-là, mais pas seulement sur le côté euh, intellectuel finalement et compréhension des spiritualités, mais avec une notion d'expérience parce que on était vraiment dans la conception de voyage où il fallait finalement presque un peu comme une enquête, trouver la bonne personne, les bonnes personnes qui pouvaient accueillir le groupe et faire vivre au groupe euh, peut-être des rituels de purification, c'est très simple, mais des choses qui viennent finalement toucher une autre partie de nous-mêmes, qui passe par le corps et qui passe par quelque chose qui était déjà très important pour moi, c'était un langage, le langage des symboles finalement. Et ça m'a beaucoup nourri de toutes ces expériences. Et j'en ai ressorti finalement une autre vision de ce que on peut, de nos moyens d'apprentissage, on va dire. C'est-à-dire que ben, avec nos sociétés ici occidentales, on est beaucoup sur l'intellect, sur le mental, sur les connaissances, sur les savoirs. Et finalement, je me disais, mais il y a aussi toute une part de corporel, toute une part d'émotion, toute une part de symbolique qui peut rentrer en compte dans le processus d'apprentissage. Enfin, ouais. Je l'ai imaginé comme ça, formulé comme ça. Ouais. Et puis, euh, et puis bon, après toutes ces expériences, j'ai eu une sorte d'envie de vraiment prendre un peu toutes ces expériences pour les intégrer au quotidien. Donc, quelque part, il s'est présenté à moi cette envie de raccrocher les wagons, ouais, on va dire, avec ce qui se passe ici en France. Il y avait cette invitation à ce que nous, on se reconnecte à nos propres savoirs, nos propres connaissances, nos propres façons de nous relier au vivant, à la nature. Alors,
Du coup, petit à petit, j'ai formulé cette envie de créer l'agence de voyage Nature Profonde, qui a pour slogan se reconnecter aux sagesses de nos terres. Je fais une petite parenthèse sur le nos terres parce que euh, c'est pas avec la signification d'appropriation, oui, de propriété, mais plus euh, un mot, le no, que j'estime comme affectif. Donc, voilà, c'est la petite parenthèse que je fais. Et, euh, et voilà, du coup, ça s'est présenté comme ça, petit à petit. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, il y a eu toute cette phase où ben, moi, je me suis interrogée ben, sur le lien entre nature et culture. Enfin, je m'interroge toujours. Je trouve que c'est un sujet passionnant. Je m'étais formée aussi à la transition intérieure et puis à l'écologie profonde. Et c'est là où j'ai découvert plein d'éco-pratiques, justement, et plein de gens qui étaient dans ces domaines à animer des cercles, à animer des expériences qui étaient toutes plus passionnantes les unes que les autres. Et donc, entre ben, toute cette richesse, finalement, je me suis dit, ben, on peut s'appuyer sur des voyages, parce que le voyage, pour moi, c'est un espace vraiment propice pour changer de vision, parce qu'on sort de son quotidien, on est prêt finalement à être dans un espace de découverte et à s'enrichir les uns des autres. Du coup, c'est vraiment magnifique comme espace. Donc, moi, c'était mon credo, mon côté écologique. Je voulais vraiment que ce soit orienté vers quelque chose de positif. Depuis toujours, j'ai toujours préféré travailler dans des conditions où ça donne envie aux gens, où ça fait rêver, où on va vers du positif, on change les imaginaires, on change les récits, enfin, on les alimente. Euh, donc voilà, le voyage s'est imposé par soi-même en fait pour ça. Dans une logique, j'aime bien le mot d'Hervé Brugnot qui parle de rébelliance. C'est de faire alliance avec le vivant, mais dans une logique assez militante finalement. Hmm. Donc voilà. Euh, c'est comme ça que est apparu ce nom pour moi de voyage écophile. À ce moment-là, en toute honnêteté, je sais que ça tournait déjà depuis un moment, mais je n'avais même pas encore identifié le mot régénératif. Et donc, quand j'ai exposé un peu ce mot écophile, pour moi, c'était faire ce lien entre oikos, donc notre milieu, euh, notre maison, et, euh, et puis Philly, qui est plus axé sur de l'affectivité. Pour moi, il y a du cœur. Il y a, euh, voilà, j'en reparlerai peut-être plus tard. Hmm. Mais Merci Marie. du coup, voilà. Du coup, c'est pour moi la priorité dans les voyages écophiles, c'est que finalement, on va aller à la rencontre de gens qui nous présentent leur lieu de vie mais sous l'angle affectif. C'est-à-dire que ce sont des lieux avec lesquels ils sont en lien, avec lesquels il y a vraiment quelque chose qui se passe de l'ordre du quotidien ou presque du quotidien, euh, parce qu'il y a une connaissance et puis une interaction, on peut dire, avec ces lieux-là. Hmm. Euh, voilà. Je crois que Merci j'aurais Marion. plein d'autres trucs à dire, mais ça viendra au fur et à mesure. Du coup, quand je t'entends, déjà merci pour ce témoignage de parcours et sur comment finalement tu en es venu à créer l'agence Nature Profonde. Et on sent bien en fait dans ce que tu es en train de poser que l'agence que tu as créée à l'heure actuelle, elle répond à une synergie de ton propre parcours de vie, mais certainement aussi à d'autres personnes qui peuvent entendre. C'est-à-dire qu'il y a cette quête d'aller chercher en soi
cette reliance, cette symbiose dont tu parlais, peut-être qu'on a perdu avec le reste du vivant, et de le tisser, non pas dans les concepts, mais de le tisser en territoire, de le tisser Mm, là où on vit, et mm, de reprendre contact avec ce que tu parles, l'affiliation, avec la filia, avec l'amour, euh, un amour du lien qui est là et qui est transmis par les personnes du territoire et par les facilitateurs et les facilitatrices. C'est, ça me touche beaucoup parce que ça répond à deux choses, en fait. Ton agence de voyage, pour moi, ce qui me venait quand tu parlais tout à l'heure, c'était cette citation de Gandhi que j'adore, qui est le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une fois le tour de lui-même. Et finalement, dans cette agence, j'entends qu'il y a le fait de reprendre le voyage comme une quête, et une quête dans un tissage qui est et un tissage de son écologie intérieure, de sa terre intérieure, pour aller remettre de la régénération, de la vie, de l'amour, et en même temps un tissage avec le territoire à l'extérieur, qui est composé d'humains, mais d'autres vivants qu'humains. Donc, c'est assez génial, en fait, de s'imaginer pouvoir partir en voyage, partir en quête comme ça. Et euh, j'imagine que ça doit être passionnant de faire ton métier. Mais du coup, la question que j'aurais, c'est peut-être que cette manière de voyager, elle est peut-être un peu nouvelle pour certaines personnes. Et est-ce que tu aurais des exemples, c'est peut-être difficile, mais je sais pas, est-ce que tu aurais des exemples de voyages à nous proposer, tu vois, pour qu'on imagine, pour qu'on voit un petit peu concrètement comment mm. c'est? Oui, oui, oui. Ben, j'ai besoin quand même de venir bah, sur un terme là, que tu as Ouais. utilisé et qui est très, très fort pour moi, parce que tu parles des autres vivants. Et moi, c'est justement un petit peu enfin, même carrément ce côté-là que je veux proposer dans les voyages. C'est-à-dire que euh, finalement, on va pas aller chercher de l'exotisme très loin, mais on va chercher à changer de point de vue, de changer de regard sur notre appartenance, enfin, on va dire sur notre façon d'habiter le monde, sur oui, notre façon de concevoir la place de l'humain au cœur du vivant. En tout cas, c'est la proposition. C'est la proposition de finalement euh, de se sentir tous reliés, interconnectés, parce qu'on sait que de toute façon, chacune de nos actions, chacune de nos décisions aura un impact euh, sur peut-être même de l'autre côté de la planète, on va dire. Euh, et du coup, c'est reprendre conscience finalement de tout, avoir de nouveau une vision globale des choses. Euh, et les voyages que je propose, c'est vraiment dans cette finalité de reconnexion dans la toile du vivant et de reliance aux autres espèces, aux autres qu'humains. Et, euh, et ça, moi, je suis très reconnaissante aussi ben, de la FECOP qui apporte cette vision-là et aussi d'autres réseaux avec lesquels je tisse et qui sont en train de mettre en place pas mal d'outils pour savoir, bah oui, c'est bien joli, mais comment on fait? Et en fait, on est en train vraiment de développer toutes ces techniques très pragmatiques pour savoir comment on laisse une place aux autres humains dans nos processus de décision, etc. Euh, donc, tout ça pour en revenir aux différents types de voyages. En fait, pour moi, il y a quelque chose de très fort aussi, c'est que il existe une multitude de façons de se reconnecter, de qu'est-ce que ça veut dire déjà se reconnecter. Pour chaque personne, ça aura une signification différente. Je souhaite vraiment que Nature Profonde soit finalement une sorte comment dire, de lieux où il peut y avoir une multitude de, de présentations. Et que ça puisse toucher aussi bien des gens qui sont très terre à terre, qui ont besoin de rassurance, qui ont besoin d'être plus dans un aspect sensoriel. Euh, et, euh, et,
et qui ont besoin de se ressourcer. Donc, la première, finalement, des activités que je propose, c'est ce que j'appelle les escapades sensorielles. Et les escapades sensorielles, ça peut s'adresser à tous, aussi bien à des gens seuls, à des couples, que à des familles, parce que je trouve ça super important aussi de vivre ces expériences en famille, avec cette notion que ben, on n'est pas connecté sur notre téléphone à ce que personne ne se regarde, on est reconnecter ensemble à quelque chose qui se déroule sous nos yeux dans la nature. Et du coup, voilà, je peux peut-être montrer quelques images. J'ai préparé des diaporamas. Donc, comme ça donnera un petit peu plus, Super. permettra de projeter un peu plus. Alors, je te nomme juste 2 minutes. Animatrice. Hop. Et normalement, c'est bon. Voilà. Tout à l'heure, apparemment, je pouvais partager l'écran et ça a l'air d'être bon. Donc, je vais commencer avec celui-là, qui est euh, une escapade sensorielle qui se déroule en fait dans la vallée de la Vézère en Dordogne. Alors, je vais lancer le diaporama. Voilà, qui s'appelle Témoin du temps et qui est organisé avec Karine Chardon, qui est là, qui est guide de bain de forêt. Elle, elle fait aussi de la marche afghane. Elle est très liée à la sensorialité, à l'expérience en douceur, avec la respiration. Donc, c'est elle qui accompagne en fait tout du long le voyage. Et puis, ce que j'aime faire aussi, c'est mêler les regards. Donc, euh, l'intention, c'est de co-créer ensemble un itinéraire et puis qu'il y ait un fil conducteur, mais que ça nous permette d'aller à la rencontre d'autres personnes qui vont apporter une autre façon de faire. Et là, on voit Marie-Christine qui, elle, est très liée aux sagesses ancestrales et qui nous accompagne pour une reconnexion aussi un peu rituelle qui permet aussi de se rapprocher des sagesses des anciens. Et elle, elle est très connectée aux différentes des peuples autochtones. Et puis ici, il y a Francis qui, lui, est pisteur et qui nous permet de reprendre la trace des animaux, qui, qui va investiguer un peu qu'est-ce qu'aurait pu être l'intention de cet animal quand il est passé par là. Donc voilà, ça c'est des approches variées, mais qui peuvent nourrir cette curiosité et puis aussi cette reconnexion. Hmm. C'est une première chose. Euh, et puis, en fait, il y a un autre type de voyage itinérant que je propose et qui, elle, est beaucoup plus liée à une approche qui va être dédiée, on va dire, à des gens qui sont plus ou moins déjà dans une recherche intérieure. Donc, qui vont peut-être venir un peu plus du monde du développement personnel mais qui finalement invite à sortir de quatre murs et puis à être en itinérance aussi dans la nature, mais pas que. Et ça peut aller à la redécouverte de sites sacrés, parce qu'il y en a beaucoup en France. Ça peut être aller à la redécouverte des traditions ancestrales, comme le celtisme et le druidisme, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui s'approprient plein d'outils, mais qui proposent et qui ont cette conscience. Par exemple, on retrouve dans plein de populations anciennes le principe des cercles de médecine. Et donc, d'un continent à l'autre, ça peut être des cercles différents et ça va être une inspiration, s'inspirer des différentes directions, des différentes saisons.
Voilà, ça va être plein de choses comme ça. Donc là, par exemple, en Bretagne, je propose ce voyage avec Elena, euh, qui, bah, elle aussi, est guide chez Myoku dans le forêt et qui a cette approche des arbres et de connexion aux arbres. Donc là, c'est la forêt de Wellgrat, qui présente un chaos très, très impressionnant. Donc, c'est replonger et prendre le temps de s'immerger finalement en forêt. Donc là, elle est avec ses rituels, des tambours, etc. Et là, c'est le style de Crozon aussi, parce que ça se passe en été, donc ça serait pas un vrai voyage si on pouvait pas se baigner dans ces eaux. Et donc là, il y a plein d'invitations à, à, à être dans une autre connexion aux éléments, à l'eau, à, à la terre. Et ici, on voit Jean-Pierre qui est druide et qui nous accompagne tout du long, enfin, pendant 2 jours, pour une cérémonie qui est liée à l'Ita. Et l'Ita, c'est le solstice d'été. Donc, c'est finalement redonner la place à la prospérité, à l'abondance qui est liée à la lumière de l'été et le menhir de mérite. Donc voilà, il y a des sites sacrés, il y a des espaces rituels, etc. Donc ça, c'est le deuxième type de voyage itinérant. Et puis, il y a un troisième type d'activité que je propose qui est beaucoup plus lié à, on va dire, un format résidentiel. Donc, résidentiel, on ne va pas être en itinérance, on va rester au même endroit. Mais là, on va finalement être avec un intervenant qui va présenter une technique, une méthode de reconnexion au vivant. C'est vraiment le maître mot. Et ces reconnexions, ben, par exemple ici, ça peut passer par le corps tout simplement. Et c'est une activité qui m'est chère, parce que je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est la biodanza. Mais la biodanza qui est accessible à tous. Et ici, le principe, c'est finalement de se reconnecter au cycle du vivant avec ce cycle des symbioses. Et Eric Ancelet, qui est l'animateur, le facilitateur en fait de ces sessions, nous propose d'abord une session sur la création euh, et ensuite une session sur la forêt. Comment comment on vit en fait différents symboles, différents archétypes euh, sur toutes ces notions. Ensuite, il y a le peuple animal. Le peuple animal avec le côté aussi instinctif, le côté, ça peut être le côté de la meute. Euh, donc, il y a plein de choses à percevoir grâce à la musique et au mouvement. Et la quatrième thématique, c'est sur les êtres de la métamorphose. Donc, ce sont vraiment chaque week-end, chaque session euh, va expérimenter ça en profondeur grâce à la musique et au mouvement. Ça, c'est un exemple parmi d'autres parce que après, il y a plein de façons de faire. Et ça, c'est vraiment ben, les animateurs, les co-créateurs qui, qui impulsent ça. Donc, moi, je me mets quelque part au service de ça. Un peu en logisticienne, on va dire. Merci Marion, c'était très clair. Et du coup, déjà, ça donne envie. Et moi, ça me fait émerger cette question euh, parce que ce que j'entends, c'est que finalement, tu as un travail qui est vraiment de la rencontre. C'est ce que tu dis, c'est de la co-création. C'est presque, j'ai envie de dire, presque chaque voyage est unique dans le temps, dans l'espace qui est proposé. Et comment tu choisis ces co-créateurs, ces co-créatrices de formation? Enfin, qu'est-ce qui fait que tu te dis, hey, ça, c'est exactement ce que je veux impulser, ou comment ils viennent à toi, ou est-ce que c'est toi qui vas à eux? Comment ça se passe? Il y a les deux. Il y a les deux moments. Euh, je dirais qu'il y a quand même plusieurs points, entre guillemets, là où je suis vigilante en tant que professionnelle du voyage.
C'est déjà le cadre de sécurité. Je vais choisir. On va dire que les personnes qui vont se présenter à moi ou vers qui je vais aller sont des personnes pour lesquelles je vais faire attention s'ils ont l'habitude d'accompagner les groupes et gérer justement la dynamique du groupe, de prendre soin, de veiller au cadre donc, de sécurité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est incontournable. Bien sûr, il faut que la vision, l'intention soient partagées. Moi, là, avec Nature Profonde, je propose une intention. Euh, et donc, ensuite, il faut être sûr que ben, c'est ajusté par rapport à l'intention de chaque personne qui rentre dans ce projet. Euh, et j'incite aussi à avoir la posture de facilitateur plutôt que d'animateur. Enfin, on va dire plutôt une posture où on va mettre en place un processus et les gens vont apprendre de ce processus. Et on a moins finalement le rôle le, oui, le rôle, on peut dire, de sachant que de vecteur de la méthode. Parce que pour moi, c'est finalement les personnes elles-mêmes qui vont apprendre de chaque expérience, qui vont apprendre de cette reconnexion au vivant, parce que ça va résonner pour ces personnes-là, ça va faire résonner des choses en elles qui sont de l'ordre de l'impalpable, en fait. C'est presque un peu de la magie, mais voilà, on ne peut pas contrôler ça. Et surtout, en fait, ce que j'expérimente beaucoup, c'est ce questionnement entre ben, les obligations, on va dire, juridiques de la structuration d'un voyage, avec le fait que, ben oui, il faut le planifier dans le temps, il faut avoir des dates précises, un programme, et alors que là, tout le propos, c'est d'arriver à faire collectif, à, à créer le collectif. Donc là, moi, je suis en train justement de mettre en place enfin déjà de les poser, ces outils, pour ensuite mettre en place ce collectif pour que chacun puisse se sentir à sa juste place et puis que ce soit vraiment créatif. Parce que mon intention, mon envie en tout cas, c'est vraiment que ce soit un projet qui soit porté par chacun des co-créateurs, quoi. Donc ça, c'est un travail parce que ben, l'agence est toute naissante et que ben, moi aussi, je fais mon processus et mon parcours là-dedans. Donc, ça s'enrichit de jour en jour avec toutes ces réflexions-là. Mais voilà, c'est vraiment être dans une envie de coopérer euh, tous ensemble. Je me lance et après, ben, voilà, ça va se nourrir des uns et des autres. Hmm. J'entends derrière, avec ce que tu dis, que on est vraiment dans un changement de paradigme complet, en fait, dans ta manière de proposer ton agence de voyage, à la fois dans la manière de voyager, mais même toi, dans ta manière de co-créer, où j'entends que c'est vraiment une vraie aventure humaine, même pour toi, dans la préparation d'un voyage, et que, ah, ok, c'est fort. Tu utilises tous ces outils d'intelligence collective. Enfin, j'entends qu'on est vraiment dans un processus complètement différent, quoi. Je me forme en ce moment aux outils d'intelligence collective parce que je vois bien que c'était mon intention première, mais que j'avais pas encore ces outils-là. Donc, euh, donc c'est ça qui vient aussi nourrir mon expertise, on va dire. Mais bon, c'est voilà, en faisant, en suivant le chemin qu'on apprend aussi. Exactement. Ah, merci Marion. Je- Peut-être avant qu'on passe aux questions, au temps des questions-réponses, j'aurais peut-être dernière question. Alors, je ne sais pas trop comment la formuler, mais ce que j'entends, c'est que les voyages que tu proposes dans Nature Profonde euh, viennent mixer, enfin, viennent intégrer
la perspective de l'écoffier, comme tu en parlais, c'est-à-dire vraiment l'amour de la maison, et intérieur et extérieur, euh, vient aussi travailler, se mettre en lien avec le vivant, quelque chose qui est de l'ordre de retrouver la symbiose. Tu en as parlé plusieurs fois de ce terme. Et aussi, ce que j'entends derrière, c'est que presque voyager de cette manière, en tout cas telle que tu le proposes, c'est aussi activer un processus de régénération euh, pour soi, mais peut-être aussi avec les personnes et les vivants au sein du territoire. Est-ce qu'on retrouve un petit peu ces principes-là? Et pour toi, finalement, comment ça résonne, ce principe régénératif pour toi dans le voyage? Alors, déjà, par rapport aux différents termes que tu as évoqués, c'est vrai qu'il y a beaucoup le mot écosophie qui revient en ce moment et c'est là, cette sagesse. Moi, j'ai préféré orienter moins vers la sagesse que vers l'amour parce que pour moi, c'est vraiment ce mot philie finalement qui était important à mon sens de retrouver. Parce que on ne prend soin de quelque chose que si on s'en sent proche, en proximité affective, en fait. Voilà, s'il y a cette notion-là. Et, euh, et donc, finalement, moi, je m'inspire pas mal des cycles du vivant. Dans le côté régénératif, je trouve très, très inspirant de retrouver la sagesse des saisons par rapport au fait que, ben, par exemple, en hiver, on peut croire qu'il ne se passe rien ou que c'est une période pas évidente dans nos projets, enfin dans nos projets, dans notre vie, alors que en réalité, tout se passe dans l'invisible quelque part, qu'il y a des choses qui se mettent en place, que c'est un temps de repos, de gestation, de, de bilan, de besoin finalement de cette respiration-là avant d'entreprendre de nouveaux projets. C'est un espace où finalement on va s'autoriser à rêver. Euh, donc, ça, c'est ce qui est comment dire, incontournable dans toute naissance de projet. Ensuite, bien sûr, il y aura le printemps, il y aura les premiers bourgeons, la, la- l'enthousiasme qui est lié à ça. Et puis l'été qui va être vraiment le fleurissement, l'abondance, euh, la célébration. Et l'automne où on va prendre plus le temps de revenir, de faire le point. Est-ce que vraiment nos objectifs premiers sont toujours bien tenus? Est-ce que, est-ce qu'on est prêt à mettre au compost ce qu'il faut? Voilà, donc c'est retrouver cette sagesse-là. Sur les saisons, mais ça peut se décliner de plein de sortes différentes. Moi, je sais qu'il y a plusieurs années, j'étais en recherche finalement de ces symboles, de ces petits rituels. Et à ce moment-là, il y avait un seul livre qui existait. J'avais regardé partout sur Internet, j'en avais trouvé qu'un seul. Et, euh, et en fait, ce livre-là m'a beaucoup aidé parce que ça donnait aussi euh, tous ces petits savoirs de, ben oui, pourquoi on appelle le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, vendredi, samedi, dimanche de cette façon-là et à quoi ça fait référence dans la symbolique et dans l'énergie aussi. Donc finalement, suivant le jour, suivant les phases de la lune, eh ben, il y avait tel ou tel rituel qui était proposé, soit pour se défaire de quelque chose, soit pour attirer quelque chose à soi. Et pour moi, tout est dans l'intention, en fait. Tout part de ce qu'on va clairement identifier et formuler pour soi et pour le monde. Et toujours dans enfin toujours, le plus possible, dans une forme de gratitude au vivant, de gratitude de ce qu'on a déjà, de gratitude euh, pour ce qui n'est pas là, mais qu'on perçoit déjà. Enfin, voilà. Je sais pas, je m'évade peut-être, mais Non, en pas tout du cas, tout. ouais.
Tu es juste possédé par ce que tu dois transmettre et ça se sent. Et quand je Je t'écoutais, suis je me disais, bah, passionnée. merci d'être à ta place et là où tu es. Ah, même si j'entends du coup que tu vois, c'est encore un bébé qui est en train de grandir, cette agence. C'est hyper précieux ce que tu viens de témoigner parce que il fallait qu'elle soit là, il fallait qu'elle soit présente. Et je suis sûre qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de beaux projets, beaucoup de belles collaborations, de beaux mycéliums aussi qui va se faire, quoi. Merci Marion pour ce que tu as posé. Mm. Merci à toi. Peut-être on va prendre maintenant le temps des questions-réponses et du coup on s'ouvre à vous. Est-ce que vous avez des questions ou peut-être des choses que vous aimeriez partager à Marion, des remarques, des encouragements? Mm. Mm. Oui, allez-y, je vous laisse poser la question. C'est pas une question parce que sinon la question démarrait trop haut. Mais déjà, moi j'ai beaucoup apprécié la présentation et on s'est contacté il y a quelques jours parce que moi j'avais pensé en arrière-plan, puisque moi, j'ai un mode de vie assez nomade et en contact direct avec le vivant, à la création de ce genre de démarche. N'étant pas agence de voyage, je me disais, tiens, j'aimerais bien trouver un partenaire. Et en fait, bah, il est venu tout seul, le contact avec cette présentation de cette intervention de ce soir. Donc, du coup, merci pour ça aussi à la FACUP, pour la mise en lien qui s'est faite par hasard. Et après, j'aurais une question, mais je vais peut-être laisser la parole à d'autres si je voulais pas laisser le vide. Et puis, je reviendrai plus sur une question qui m'intéresse. Entendu. Hmm. Michael, bonjour. Oui, bonjour Emmanuel, bonjour Marion, merci beaucoup euh, pour ce que tu nous as donné il y a vraiment pour moi un beau grain à moudre dans le rapport au voyage. Moi, ça fait des années que si j'hésite de prendre l'avion, c'est un vrai problème, que je crois qu'il y a un imaginaire autour de nous, sous nos pieds, duquel on peut être pour certains en tout cas, dont je peux faire partie, très déconnecté. Voilà, j'ai une éducation très hors sol et j'ai souvent dit, ah, mais l'aventure, c'est au coin de la rue. Et là, vraiment, c'est l'aventure du voyage que tu proposes et on voit ce que ça permet de reconnecter autour de soi, en soi. Et oui, c'est clair qu'il n'y a pas besoin d'aller de l'autre côté de la planète. Voilà, hein, le plus grand des voyages, hein, c'est de sa tête à son cœur ou déjà faire le tour de soi avant de faire le tour du monde. Enfin, tout ce que tu disais, c'est évidemment, c'est juste. Alors moi, ce que je me demandais, c'est justement en termes, tu nous as donné ce goût avec la vallée de la Dordogne, en termes de région, de ces terres hein, que tu nommes. Tu envisages quelque chose un peu dans chacun des départements de France, chacune des régions plus ancrées dans des traditions, où tu as, un choix assez précis, où tu vises quelque chose qui... comment tu envisages cette couverture régionale? Merci, Michael, pour ta question. Euh, En fait, au tout début, quand j'ai commencé à imaginer les voyages, je m'étais dit, ben voilà, il y a quand même telle et telle destination qui sont un petit peu les destinations phares quand on parle de nature ou quand on parle de sites sacrés. Forcément, ben, on peut penser à la Bretagne, on peut penser, moi j'ai pensé aussi assez vite à l'Auvergne que je rêve euh, de découvrir de cette façon-là. Parce que quelque part, je m'inclus en fait dans le fait de découvrir parce que moi, je me considère pas comme une spécialiste entre guillemets de
la France avant de réaliser un itinéraire. Parce que tout part des intervenants, des co-créateurs avec lesquels ça va se passer. Comme je disais au début, c'est finalement les co-créateurs qui vont nous inviter sur des terres qu'ils affectionnent. Et du coup, c'est inversé par rapport à pas mal d'agences de voyage qui vont finalement créer un voyage. Et puis, quel que soit l'intervenant qui va être là, c'est on pourrait dire que c'est un tel ou alors une telle. Ça ne changerait pas le format du voyage. Alors que moi, c'est pas vraiment ce que je cherche. C'est même plutôt partir de l'humain pour créer le voyage. Donc, je raisonne moins en termes de destination d'abord que de co-créateur d'abord. Je sais pas si ça répond à ta question. Oui, tout à fait. Merci. Moi, ce que tu viens de poser là, Marion, ça me touche énormément. Ça me touche énormément parce que ça fait plus d'un an, dans le cadre de l'écopsychologie, que je travaille justement ce changement de paradigme de décolonisation. Et, et tu l'évoquais, Michael, que toi, tu avais eu une éducation hors sol et moi aussi d'ailleurs, avec aussi une éducation très centrée avec ce colonialisme, c'est-à-dire cette manière d'arriver dans n'importe quel territoire avec soi-disant de la connaissance et d'y poser sa manière de faire. Je suis hyper touchée par cette démarche que tu es en train de poser, qui est une démarche avec laquelle je travaille énormément aussi dans le cadre de l'écopsychologie, qui est non pas de partir de sa tête ou de ce que l'on veut appliquer, mais partir de l'émergence qui arrive du corps ou de l'émergence qui arrive du territoire. J'entends que ta manière de faire, en tout cas, elle me touche beaucoup, en tant que facilitatrice de biodanza, je sens qu'il y a un peu cette manière de faire, tu vois, dans ton agence, c'est-à-dire de laisser faire l'émergence qui part du corps de la terre, en tout cas du corps du territoire, de la facilitation de la rencontre. Et c'est comme ça que ça se tisse. Et pour moi, c'est hyper touchant parce que on est vraiment dans l'organicité du vivant, en fait. On est vraiment dans ce que pour moi est l'écopsychologie dans la construction de la démarche, ce qui est loin d'être facile, parce que ouais, c'est pas. Mais c'est ce que tu proposes. Et en tout cas, enfin, je te le dis avec, j'ai pas vraiment de questions, mais ça me touche beaucoup. En tout cas, ce que tu témoignes là, dans cette manière de faire, qui doit pas forcément être confortable, surtout à l'heure actuelle où on est vraiment entre deux mondes. Et en même temps, je sens à quel point ça résonne d'une grande justesse et à quel point ça résonne vraiment de quelque chose de vivant en moi. Merci. C'est vrai que j'essaye de collecter, on va dire, toutes les informations données de gens qui me disent, ah, j'aimerais bien proposer quelque chose. Et puis, en fait, j'attends un petit peu que le terreau soit assez fertile pour proposer ensuite d'entrer vraiment dans cette phase de co-création. Quand je vois qu'il y a assez de ressources humaines pour vraiment constituer quelque chose. Donc, là, j'essaye, mais voilà, hein, je, je, je reste humble aussi à aussi adresser le bilan de tout ce que j'ai fait pour l'instant et que je vois bien que c'est pas calcable même d'une fois sur l'autre ou d'une année sur l'autre. Parce que ben, avec le vivant, avec l'humain, de toute façon, tout est changeant. Euh, la vie est changeante. Donc, il faut toujours avoir constamment cette capacité de tout remettre en question, en fait. Merci Marion. Est-ce que, il y a d'autres questions? Bonsoir, c'est Sylvie. Voilà. J'ai pas ma caméra parce que je suis dans un état de fatigue intense, donc je préfère pas. Euh, Marion, bravo pour ton projet. Tu m'en avais déjà parlé au tout début, tu m'avais contacté. Et du coup, je te suis. C'est super intéressant, ça fait envie d'aller à ce que tu proposes.
Et effectivement, ça fait envie aussi d'être co-créatrice avec toi sur mon territoire. Mais effectivement, je me sens pas encore tout à fait prête. Même si moi, je fais de la reconnexion à la nature depuis 6 ans à mon compte. Et ben voilà, comment faire prendre cette mayonnaise, etc. J'observe et voilà. Du coup, je venais voir cette conférence-là, justement pour savoir où tu en étais un petit peu sur l'élaboration de tes équipes, etc. Et, voilà. Mais c'est très correspondant avec ma vision des choses, etc. Et moi, je suis vraiment dans le côté pratico-pratique, à faire expérimenter les gens sur site. Donc, je suis pas trop dans expliquer, etc. Voilà, on vit les choses, on les vibre, et petit à petit, je me forme à aller un petit peu plus loin dans la vibration et les énergies pour accompagner les gens, mais pas encore, tout à fait. Mais merci beaucoup, Marion et Emmanuel. Merci Sylvie pour ton partage. C'est, c'est, c'est sûr que quelque part, ben voilà, moi je me pose un peu en organisatrice logisticienne parce que quand j'ai créé l'agence, il y avait cette obligation. Parce que, entre guillemets, juridiquement, ben oui, il faut une structure. Être agence de voyage, c'est une activité réglementée. Donc moi, j'apporte un peu ce cadre pour essayer de fédérer. Mon souhait, c'est que finalement, toutes ces petites voix comme toi, Sylvie, eh ben, elles agissent chacune à leur échelle, etc. Mais moi, je trouve qu'on a tout à y gagner, à se rejoindre pour faire connaître aussi toutes ces pratiques et voilà, donner cette dimension-là au voyage. C'est ma proposition. On va aller tout doucement vers les dernières questions. Est-ce que peut-être tout à l'heure, il y avait une première question qui attendait vers la fin? C'est peut-être le moment. Ouais, je vais la réserver encore cette question. Je voudrais des renseignements peut-être un petit peu plus pratiques sur les formats, la durée des séjours, le nombre de personnes. Je ne sais pas si ça a été abordé, mais du moins je l'ai pas entendu ou retenu. Euh, voilà. Mhm. Alors, les formats, c'est vrai que on va dire que les côtés retraite du sensible, c'est ce qui est plus résidentiel. Euh, Ça peut être des formats courts, de 2 jours jusqu'à 4, 5 jours, on va dire. Après, quand on est sur de l'itinérance, donc c'est-à-dire les escapades sensorielles ou les voyages immersifs, ça c'est un petit peu plus long. Généralement, je propose entre 4 et 8 jours en général. Parce que dans l'idée, c'est justement dans cette itinérance douce de voir différents paysages. Et, comme je voudrais garder un rythme relativement lent, là où on prend le temps de se poser, on est plus sur un format où on va être dans un hébergement pour 2, 3 jours et un autre pour 2 autres, 3 jours. Et donc, voilà, on va être juste sur 2, 3 hébergements différents sur une semaine, quoi, même pas. Enfin, plus. Euh, donc, euh, donc, ce sont des lieux après d'où on navigue en étoile euh, et puis qui sont sur un périmètre assez petit, quoi, pour faire le moins de route possible. Euh, et puis pour mutualiser aussi la route. Voilà. Et puis après, le nombre de personnes, ben, comme là aussi, on est plutôt sur des formats à taille humaine, avec des hébergements le plus éco-responsables possible. Du coup, on est souvent sur des petits formats, je dirais. Après, euh, en tout cas, sur les voyages itinérants, moi, j'ai quand même un minimum officiel à 10 personnes, mais ça peut être une quinzaine de personnes, quoi, on va dire. En général, c'est ce que j'imagine comme format idéal. Super. Merci pour toutes ces précisions.
Une petite dernière question avant que on termine la conférence. Non? Bon. J'hésite un petit peu à la poser parce que peut-être ça part trop loin, mais on verra. Et puis, s'il n'y a pas envie de répondre, il n'y a pas de souci. Pour moi, vous avez parlé, sauf erreur, de militantisme, en fait, dans la démarche. Il y a un truc qui me travaille à titre personnel, et pour l'instant, je n'ai pas encore la solution, mais entre un niveau très localisé, en petites unités à taille humaine, un niveau très qualitatif, comment est-ce qu'on fait je dirais la jonction quelque part? Est-ce qu'elle est possible, cette jonction, avec l'enjeu global, c'est-à-dire l'anthropocène, la destruction massive du vivant et le besoin, je dirais, à la fois de ralentir, mais en même temps, un laps de temps qui est extrêmement réduit et de plus en plus réduit. Est-ce que, moi, c'est des sujets en fait sur lesquels je suis en réflexion, action depuis des années. Est-ce que dans le cadre de ces voyages, en fait, il y a quelque chose qui cherche à faire cette jonction et... Alors, il y a pas très longtemps, j'ai osé écrire un petit article sur LinkedIn par rapport à ma vision du tourisme régénératif. Comme je disais au début de la conférence, ce terme-là, moi-même, je ne le connaissais pas il y a si longtemps. Euh, et parce que j'observe qu'on se saisit de cette notion-là pour finalement recalquer, on va dire, des méthodes qui sont propres bon, à d'autres formats de tourisme, mais qui finalement maintiennent une habitude de voyage très lointain, très coûteux en carbone, etc. Et je me suis beaucoup questionnée sur ben, quel est mon rôle. Est-ce que je mets un peu les pieds dans le plat? Est-ce que au risque de me faire des ennemis, beaucoup? Et puis, ben oui, c'est ce que j'ai décidé de faire parce que pour moi, effectivement, il y a une sorte d'urgence. Mais mon article se voulait aussi constructif pour amener à une réflexion et à changer nos méthodes. Et donc, c'est en tout cas dans la conception de certaines personnes, c'est vraiment remettre le vivant au centre et remettre justement les autres humains dans nos processus de décision. Enfin, mettre, leur laisser une place. Et donc, c'est toute cette notion-là, moi, que je voudrais apporter en tant que experte du tourisme, parce que bon, de par l'expérience, mais aussi de par les études, je peux proposer cette vision-là. Et aussi par rapport à tous les liens que j'ai aujourd'hui et qui cheminent sur cette notion. Donc finalement, aujourd'hui, bah, il y a l'Association nationale d'écotourisme et de slow tourisme qui me demande de faire une, euh, une journée entière sur cette donnée, donc une journée entière de formation aux professionnels du tourisme. Donc c'est une casquette que je commence à avoir et à pouvoir avoir des conférences pour finalement sensibiliser les acteurs du tourisme dans ce sens-là. Et effectivement, bah, moi, pour revenir à cette notion de pollution, etc., bah, il y a j'ai cette notion de Greenpeace qui disait si on veut éviter l'emballement climatique, chaque personne devrait se contenter, se limiter à un aller-retour long courrier sur une période de 10 ans. Donc, en ayant cette notion-là, c'est sûr qu'il y a une grande urgence quand même à changer nos façons de faire. Et il y a beaucoup de collectifs qui agissent dans ce sens-là pour changer les imaginaires, pour montrer que oui, on peut se dépayser sans aller à l'autre bout du monde. Oui, on peut se ressourcer. Il faut changer vraiment nos comportements de fond. Donc, c'est un vrai changement de paradigme à ce niveau du tourisme. Wow. Merci Marion. Tu vois, il y avait un commentaire d'une autre Marion qui disait beaucoup de résonance pour moi. Bravo encore Marion pour ce beau projet, précurseur dans le monde du tourisme. Donc c'est exactement ce que tu viens de dire. Hmm.
J'ai presque envie de conclure là-dessus et te dire merci vraiment d'être là où tu es, d'oser, parce que je sais à quel point ça demande beaucoup de courage et beaucoup de force d'oser être précurseur dans des domaines, et c'est ton cas. Donc, j'espère vraiment de tout cœur que ça va fonctionner et c'est obligé que ça fonctionne. On va diffuser, ensemencer cette conférence et te soutenir dans ce beau projet parce que vraiment, merci d'être là où tu es. Merci de permettre de continuer de voyager dans le respect profond du vivant en soi et au-delà de soi, quoi. Merci, Marion. Merci à vous, merci pour toutes vos questions et de m'avoir offert cet espace-là qui est précieux. Merci. Au revoir. Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir.